Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les membres du gouvernement ont décidé hier de la date de l'élection de la prochaine mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie et du Bénin. Ils ont aussi décidé de la création de l'Académie logistique de Ouidah. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 octobre 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Growth Institute, GGGI. Le GGGI est nanti du statut d'organisation internationale intergouvernementale depuis octobre 2012 et travaille avec de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la croissance économique durable. Il en est de même s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Cette institution fournit également des conseils techniques en mobilisant des financements et en facilitant le partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'adhésion de notre pays à son accord d'établissement lui permettra de se faire accompagner en vue notamment du développement du cadre réglementaire et institutionnel pour faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. En point 2, création de l'Académie logistique de Ouidah et approbation de ses statuts. Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique, et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. À cet effet, notre pays a engagé des discussions avec des partenaires européens en vue de la mise en place d'un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux. D'où la création de la présente académie basée à Ouidah et dont les statuts ont été, par la même occasion, adoptés. Elle sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans une des fonctions de la logistique. Au nombre des mesures normatives, il a été également adopté le décret portant convocation du corps électoral le dimanche 5 janvier 2025 pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, au titre de la mandature 2025-2030. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique. La célébration au Bénin, le 5 octobre 2024, de la 31e Journée mondiale des enseignants, de même que l'organisation au Bénin, du 2 au 4 octobre 2024, de la 19e réunion des ministres chargés des télécommunications, TIC, digitalisation et de la poste de la CEDEAO. Du 6 au 8 octobre 2024, de la 6e édition de la Journée mondiale du coton. Du 17 au 19 octobre 2024, du 3e congrès des soins palliatifs et de la 4e Journée mondiale des soins palliatifs. De la 27e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le 27 octobre 2024 dans la commune de Kandi. Du 27 au 29 octobre 2024, des premières journées scientifiques de la Société béninoise de néphrologie. Du 21 au 23 novembre 2024, du 3e congrès de la Société béninoise de rhumatologie. Du 5 au 7 décembre 2024, du 4e congrès international de la Société béninoise de cardiologie, conjointement avec le 3e congrès international de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation du Bénin au séminaire d'orientation à l'intention des membres africains élus au conseil d'administration du Bureau international du travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 octobre 2024, à la 53e session ordinaire du conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, prévue du 21 au 25 octobre 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, M.
Caliste Akoyon Dosukoko est nommé greffier en chef à la Cour suprême. Je vous remercie. Elles sont 45 femmes, mais elles sont surtout efficaces. Depuis quelques années, les femmes de Adido à Bonou s'investissent dans la transformation de la noix de palme en huile rouge. Elles produisent quotidiennement 4000 litres d'huile, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Firmin Bassao et Calvador Aronou sont allés à leur rencontre. Classée deuxième vallée la plus riche au monde, après le Nil en Égypte, la vallée de l'Ouémé est dotée d'un important potentiel agricole qui s'élève à plus de 70 000 hectares. Nichée dans cet environnement florissant de palmiers à huile et précisément à Bonou, ces femmes font depuis quelques années de la transformation de noix de palmier à huile rouge leur activité principale. Ici, seulement des femmes. Nous sommes formés en groupe Zomati Yakobo, d'Adido. Et nous sommes formés avec 45 femmes. Il y a 10 femmes au niveau de l'épluchage et 5 femmes au niveau de râpeuse. Et il y a 5 femmes aussi au niveau de classification pour crisser l'huile rouge. 20 tonnes de noix de palme transformées en huile rouge par jour, soit une capacité de production de 4000 litres. Une vraie manne qui peine à trouver de marché, si ce n'est que les commerçants venus du géant voisin de l'Est, et ceci à vil prix. Si on prend les gens de Nigeria maintenant, si elle achète aujourd'hui à 10 000, demain elle peut arriver pour dire le Naira est gâté, il peut 17 000. Et c'est là il y a la perte. De l'avis des productrices, la matière première ne fait pas défaut. Les difficultés sont essentiellement liées à la vétusté et à l'insuffisance des matériels de transformation. Nous cherchons les grosses machines qui peuvent nous aider à faire beaucoup de plus. De la vente de l'huile de palme et ses dérivés, ces femmes arrivent à aider leurs époux dans la scolarisation des enfants, l'apprentissage et dans les soins de santé. Elle leur permet aussi d'être financièrement autonomes. L'ONG WeWorld, avec l'appui de l'Union européenne, veut contribuer au développement de la cité des Nanto. Elle a mis en place un dispositif appelé cadre intégrateur de Nati Tengou pour accompagner les décideurs à la cérémonie d'installation des membres avec Jean-Claude James et Yves Agoudopessi. Une communication inaugurale sur le cadre intégrateur capte l'attention de ces acteurs conviés par WeWorld et ses partenaires. Leur mission est de contribuer au développement de Nati Tengou en œuvrant pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. Au cours de son prêche le vendredi, que l'imam parle de paix et de cohésion sociale, vous voyez le nombre de personnes qui peuvent être impactées. Il en est de même pour le pasteur, pour les curés et pour les autres religions. Donc nous n'avons pas invité les gens au hasard. Donc en accompagnant aujourd'hui la mairie au lancement officiel du cadre intégrateur, nous voulons marquer notre engagement pour la paix et la cohésion sociale. Le cadre intégrateur sera ce outil-là qui sera là pour faciliter non seulement les échanges entre les organisations de la société civile et la mairie de Nati Tengou, d'une part, et d'autre part, de faciliter la redevabilité à l'endroit des populations de la commune de Nati Tengou. Il y a d'autres communes, suivant les spécificités, peuvent aller à 15. Mais nous, on a jugé bon d'aller à 12 parce que nous pensons que les 12 prennent en compte un certain nombre quand même de domaines qui sont prioritaires en termes de développement pour la commune de Nati Tengou. Je suis persuadé que grâce à votre mobilisation, cet outil jouera un rôle majeur dans la construction de Nati Tengou de demain, une commune intelligente. Le cadre intégrateur est déjà une réalité dans les zones d'intervention du projet Média B, soit au total 12 communes. Dans le cadre des 3e journées scientifiques des sciences de la santé, la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi a déployé une équipe médicale à Soava. L'objectif est d'œuvrer pour l'amélioration des soins de santé des populations. Gilles Tansou et M. Slas Amoïmo.
Commune lacustre de Soava, une équipe médicale au service des populations, une initiative de la Faculté des sciences de santé FSS de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit des consultations foraines suivies de séances de distribution de moustiquaires. La commune lacustre, comme vous le saviez, comme vous le connaissez, est une zone d'accès difficile. Raison pour laquelle le doyen de la faculté de médecine, en collaboration avec le maire, ont décidé de faire bénéficier des soins gratuits à la population de la commune lacustre. C'est aussi une opportunité pour ces équipes médicales de découvrir la commune lacustre, de s'imprégner de quelques difficultés que nous avons. La FSS met ainsi en place une dynamique de collaboration entre autorités locales et responsables universitaires. 2 équipes de médecins spécialistes, de généralistes, de pharmaciens, de kinésithérapeutes, de nutritionnistes diététiciens, de travailleurs sociaux et infirmiers sont ici pour vous accompagner et répondre à vos préoccupations. Ça, je vise vraiment pour voir l'innovation au Bénin et à la FSS en particulier. Ainsi, cette consultation réalise une circonstance pour les enseignants de vérifier l'adéquation entre ce que nous enseignons aux futurs médecins et agents de santé et ce qui est sur le terrain. Ces consultations foraines viennent combler un besoin urgent en apportant des soins de qualité à proximité des populations qui en ont le plus besoin. Elles représentent non seulement un acte de solidarité, mais aussi une preuve de l'engagement des professionnels de santé à servir avec dévouement. Cette opération dure 2 jours de consultation gratuite. L'Organisation des Nations Unies boucle cette année 79 ans après sa création. Une institution qui, pour certains, semble plus s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. L'ONU de sa création à nos jours, que peut-on retenir de cette institution créée pour garantir la paix et la sécurité? Réponse avec William Aguiar et Ernest Titi. Créée pour relever les défis mondiaux à travers le multilatéralisme, l'Organisation des Nations Unies est née dans un contexte d'après-guerre, la deuxième, la plus longue et la plus meurtrière qu'a connue l'humanité. Il faut rappeler un contexte précédent qui est celui de la Société des Nations et qui était, je veux dire, l'organisation qui régentait donc les relations internationales dans le monde. Post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu un besoin effectivement de concentrer toutes les affaires internationales au sein d'une organisation, ce qui fait que finalement la SDN, pour être très bref, a fait naître l'Organisation des Nations Unies que nous connaissons aujourd'hui et qui de 1945 à nos jours est devenue l'organisation de tous les pays du monde, l'organisation de la scène internationale. Instituée en octobre 1945, la nouvelle organisation appelée à agir pour garantir la paix, la sécurité, les droits de l'homme, l'aide humanitaire, le développement durable et le droit international est vue par certains observateurs comme un accord des vainqueurs imposé aux vaincus. C'est bien ça. C'est bien la paix des vainqueurs qui a été imposée aux puissances vaincues, mais en même temps, c'est le fruit d'un pan de l'histoire mondiale qui a consacré cette paix, on va dire, très partiale. Cette paix qui a permis aux uns de se venger des autres, une paix, on va dire, plus ou moins belliqueuse, dans un contexte où elle n'a pas vraiment pris en compte les développements qui devraient suivre, on va dire, quelques années plus tard. Donc jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on a 5 grandes puissances, effectivement, je dirais, qui régentent, qui dominent, qui prédominent. Et moi, par-delà, des fois, je fais une extension qui peut être un peu par provocation. Je trouve que parfois, ce conseil de sécurité aussi représente quelque part aussi un conseil d'insécurité. Donc, ce qui fait que malheureusement, effectivement, ces grands vainqueurs qui aujourd'hui dirigent le monde ne sont pas tout à fait à même de ramener la sécurité et la paix dans le monde. Le Conseil de sécurité est l'organe le plus en vue de l'institution, l'organe qui influence toutes ses décisions, une organisation qui semble être essoufflée avec le temps et les nouvelles réalités géopolitiques. L'essoufflement peut être un peu trop dire, mais la reconnaissance d'un bilan, on va dire, mi-figue, mi-raisin, au regard, bien entendu, des objectifs assignés à l'organisation, de la structuration même de l'organisation,
on parlera du Conseil de sécurité qui ne reflète pas du tout le développement du monde. Nous sommes en train de parler d'un organe qui reflète davantage les réalités de 1945 que celles de 2024. Je pense qu'il est très important qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui soit à l'image des pays qui le peuplent, et surtout pour nous qui sommes en Afrique, que le continent africain ait, j'allais dire, une fois encore, son droit à dire son destin, son droit à dire la marche du monde. Donc je pense qu'effectivement, il y a la question de la représentativité donc, des pays africains, mais pas que des pays africains. Il y a des pays comme le Mexique, comme l'Inde, comme le Japon, comme le Brésil, qui estiment que la Seconde Guerre mondiale est passée, que nous avons passé un nouveau cap international et qu'il est important davantage de les intégrer. Intégrer les puissances émergentes au Conseil de sécurité et surtout travailler à la réforme du droit de veto. Est-ce que le droit de vote doit être aboli ou plutôt est-ce qu'il doit être réformé? Je pense qu'il faut travailler évidemment plutôt à rendre le droit de veto toujours puissant, mais plutôt malléable. Et il est important évidemment que pour les pays africains de réfléchir en amont sur le continent africain. Est-ce que c'est l'Union africaine qui disposerait de sièges ou plutôt ça serait de façon représentative? Après 119 ans de vie, l'Organisation des Nations Unies est à la croisée des chemins. Beaucoup appellent à des réformes au sein de l'institution pour l'adapter aux nouvelles réalités stratégiques et géopolitiques. La première phase du programme d'appui à l'égalité de genre est à son terme. À ce jour, quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire? Les femmes concernées ont mené la discussion avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le point des échanges avec Marcel Betoro et Mathieu Souken. 2 journées célébrées pour apporter un appui technique au plaidoyer des droits à la santé sexuelle et reproductive. Les questions de contraception et d'avortement sécurisé sont au cœur des échanges de cet atelier de réflexion initié par Kerbene Togo pour analyser les risques liés au décès maternel et apporter un appui technique au plaidoyer des DSSR. Par rapport à d'autres pays, le Bénin a mis en place la possibilité pour des femmes en grande détresse d'avoir recours et à certaines conditions à l'avortement. Célébrée depuis 2020, la journée internationale de l'avortement sécurisé, chaque 28 septembre, avec les membres du réseau des parties prenantes. Cette édition co-célébrée avec l'ONG Kerbene Togo, dont je salue la présence du représentant résident, appelle à réfléchir sur les DSSR à la croisée de l'environnement juridique actuel apparemment favorable, mais ne doit pas faire baisser notre vigilance, car les défis restent encore nombreux. Au niveau du système de santé national, plusieurs avancées sont notées surtout dans les domaines de la prévention contre la mortalité infantile, la réduction des cas de décès maternels, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Dans le cas de l'avortement sécurisé, il y a eu la loi qui a été votée pour faciliter l'accès aux soins complets d'avortement, notamment l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est encadré par la loi, contrairement à ce qui se passait avant. Et pour la contraception, je peux également annoncer que des mesures sont en train d'être prises au niveau du ministère pour rendre gratuite la contraception. Accélérer la réduction des décès maternels d'ici 2030 grâce à l'accès universel au DSSR est le thème de la célébration qui marque également les 25 années d'existence de l'organisation Kerbene Togo. L'ONG Éduco Bénin soutient en ces débuts d'année scolaire les orphelins des professionnels des médias. Ils ont reçu gracieusement des kits scolaires, une initiative qui vise à les soutenir et à les encourager à étudier. Juanita Akpayonide et Esther Amesiga. Des sacs, des cahiers, des stylos et bien d'autres fournitures. De quoi donner un autre sens à l'année scolaire de ces 97 orphelins. Nous sommes heureux et émus pour cette marque et cette générosité à notre endroit. Nous sommes également convaincus que nos parents décédés seront fiers de ces dons et fournitures. D'ailleurs, leurs esprits sont avec nous actuellement et vous soutiennent. Cette joie émane d'Éduco Bénin, fidèle à sa mission de protection et d'éducation des enfants. Aujourd'hui, en voyant le sourire sur ces enfants qui sont parmi nous, on ne peut que nous réjouir. Nous ne pouvons que continuer à avoir la force à travailler, à mobiliser les ressources et à continuer à soutenir les enfants du Bénin. Dans la maison des médias, les enfants présents aujourd'hui viennent de divers départements,
le plateau, l'Ouémé, le Koufo, le Mono, l'Atlantique et bien sûr le littoral. Pour ces enfants qui n'ont pas pu se déplacer et qui se trouvent à l'intérieur du pays, nous veillerons à ce que les kits scolaires leur soient parvenus. Ces enfants devenaient comme un modèle Raphaël Chirimé. Tous les premiers au bac qui vont vouloir faire la médecine, je suis prêt à les aider. Cet acte d'Éduco Bénin n'est pas le dernier à l'endroit des orphelins de parents professionnels des médias. L'ONG s'engage à veiller et assurer leur éducation. Pendant ce temps, la Haute École de Commerce et de Management ouvre ses portes à Azové dans la commune d'Aplaroui. Avec ses 25 années d'expérience, l'école tient à relever un défi, celui de la couverture du territoire national. Evariste Zomoron et Samirat Djabimane. L'ouverture du campus privé de la Haute École de Commerce et de Management HECM d'Azové s'inscrit dans le plan stratégique de développement de cette prestigieuse école qui ne cesse d'étendre ses tentacules à travers le Bénin. Son objectif, distiller une formation de qualité en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ces locaux offrent un environnement d'apprentissage stimulant et des installations de pointe qui permettront à nos étudiants de réaliser leur plein potentiel. Grâce à HECM Ablaroui, nous avons la chance de pouvoir poursuivre nos études dans des conditions optimales sans avoir à quitter nos familles, nos amis, notre ville. L'établissement privé d'enseignement secondaire prépare au diplôme supérieur d'État, en licence et en master dans les domaines de gestion et de technologie nouvelles. C'est l'engagement d'un homme qui résolument a pour ambition d'offrir une éducation de qualité adaptée aux besoins du marché de l'emploi et aux aspirations des jeunes. Ils veulent juste quitter le campus pour aller manger la part de la veille. Ils ne veulent pas jouer avec leurs parents pour souffrir moins. Notre parcours a été très convaincant, aussi bien pour les autorités de notre pays que pour les usagers de l'établissement. Et ceci n'est pas seulement valable au Bénin, puisque beaucoup de pays d'Afrique, surtout francophones, envoient des étudiants se faire former chez nous. Et nous avons jusqu'au 14 octobre pour permettre à tous ceux qui vont s'inscrire de bénéficier du tarif promotionnel qui leur fait économiser 100 000 francs sur les frais de scolarité. Jusqu'au 14 octobre prochain, les populations sont invitées à des journées portes ouvertes pour découvrir les offres de formation disponibles à la Haute École de Commerce et de Management d'Azové. Dans le reste de l'actualité, les autorités militaires de la marine béninoise ont accueilli au port autonome de Cotonou le Smolny, un navire militaire russe. C'était l'occasion d'une visite guidée qui a permis d'explorer les différents compartiments du navire. Igor Ayosso et Patrick Diossou étaient de la partie. Les relations Russie-Bénin consolidées. La preuve, cette spéciale double montée des couleurs. Les drapeaux béninois et russes en ascension vers le ciel. Sur les mâts de ce pont de bateau, un navire russe en visite amicale en terre béninoise. C'est une visite d'amitié d'un navire russe dénommé Smolny au Bénin. C'est dans le cadre d'une visite d'une exposition navale dans plusieurs pays d'Afrique et de l'Amérique latine. Notamment, le navire a déjà visité 7 pays d'Afrique et il finit sa mission ici au Bénin avant de rentrer en Russie. Les 260 membres de l'équipage russe à tour de rôle pour une visite des sites du Bénin. Les marins vont visiter des sites touristiques tels que l'esplanade de l'Amazone ici à Cotonou. Ils vont voir la route des pêches. Après, ils sont à Ouida pour voir des sites historiques tels que le temple de Python, la route des esclaves. Et ces marins russes reçoivent en visite sur leur navire leurs homologues marins béninois. Les marins béninois peuvent voir un navire vraiment unique. La flotte russe, c'est un navire école. C'est presque une université flottante à bord duquel il y a toutes les modalités pour faire une bonne formation dans le cadre de la formation marine. Un navire école pour une formation pratique. Le navire contient beaucoup de facilités nécessaires pour l'enseignement de l'équipage. Il y a aussi l'hôpital à bord du navire parce que c'est une mission assez longue. C'est un navire aussi militaire. Bien sûr qu'il y a des armements qui sont installés à bord de ce navire. Des armements
que notre caméra ne pourra montrer, même lorsqu'on est monté à bord de ce navire militaire. La délégation de la marine béninoise, visiblement satisfaite de la visite, n'en dit mot. Cela se comprend. C'est la grande muette des eaux maritimes béninoises, ici en terre russe, sur ce beau bateau, bel héritage de la belle flotte soviétique. La direction départementale du tourisme du Zou et des collines promeut l'excellence en milieu scolaire. Elle a offert aux meilleurs élèves au CEP 2024 du Zou une sortie à caractère touristique. Au nombre des sites visités, le lieu unique d'Abomey, le point avec Pirette Adayossi et Canel Capo. Situé au centre du Bénin, à plus de 145 km de Cotonou, le département du Zou regorge d'énormes potentialités touristiques qui attisent la curiosité de ces touristes spéciaux. Ce sont les apprenants qui ont émerveillé le département par leurs résultats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Entre autres destinations de rêve visitées. L'Institut français d'Afrique noire, IFAN, où toute l'histoire du royaume du temps romain est racontée. Le premier, c'est celui de réunion du roi. Enfant l'appelle à Djalalaho. Le lieu unique. Un espace contemporain de création d'œuvres artistiques. Le tout situé en plein cœur de la ville d'Abomey. Direction, la ville Carrefour, Boikon. Au menu de la visite ici, des installations de l'Hôtel des Princes, puis le site dénommé Les Papillons où sont notamment conservées diverses espèces d'insectes et bien d'autres animaux. C'est pour permettre à ces élèves-là de comprendre un peu la migration, le mode de vie de cette espèce qui est en voie de disparition et que ce monsieur fait l'effort de les conserver. Pas de quoi ébranler la quarantaine de ces visiteurs qui sont plutôt comblés. J'ai pu connaître que les abeilles ne chient pas le miel, mais plutôt ils le fabriquent de bouche en bouche. Le site qui m'a plus impressionné, c'est le lieu unique. Il y a fait des bateaux fabriqués à base de produits jetés. Il y a fait les statues des Amazones. Il y avait les différents instruments de musique que nos ancêtres utilisaient. Ces meilleurs candidats au CEP 2024 dans les 9 communes du département du Zou reçoivent aussi des fournitures scolaires. Je remercie le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme. L'initiative est noble et le conseil communal est vraiment content que Kobe aussi abrite cet événement. Puisque vous avez choisi une journée pour le faire, nous avons aussi nos enfants de Kobe dedans, nous sommes vraiment contents. Le premier objectif est de primer l'excellence en milieu scolaire. Et le deuxième objectif est de familiariser les enfants avec la pratique du tourisme local. Cette sortie découverte à caractère touristique a permis à ces apprenants de toucher du doigt les attraits touristiques du Zou. Le tout dans une ambiance festive. Et une question dans ce journal, qui parmi vous aurait choisi d'être gardien de cimetière? Très peu sûrement parce que le métier ne fait pas rêver, pourtant il n'est pas superflu. Autant que les maisons, les cimetières ont besoin de surveillance et d'entretien. Ayeledou Amoussou et Ulvaeus Balogun ont rencontré Innocent Dagbo, un gardien de cimetière. Voici le reportage. Dans un coin reculé du cimetière municipal d'Abomey-Calavi, loin de l'agitation quotidienne, un homme veille. Innocent, la quarantaine, gardien du cimetière depuis plus de 3 ans, mène une vie singulière, rythmée par le silence des tombes et la présence des âmes qui y reposent. Menuisier de formation,
Innocent abandonne son job pour désormais arpenter les allées de ce lieu sacré, veillant à l'entretien des tombes. Cimetière Deuil, frayeur et chagrin sont le lot quotidien de Innocent. Tant il aura vu de corps enterrés dans ce lieu. Ce métier n'est pas sans difficulté. Innocent travaille dans des conditions souvent éprouvantes. Malgré ces difficultés, Innocent reste attaché à ce métier à travers lequel il voit une forme de service rendu à la communauté, une manière d'offrir une dignité aux défunts et de réconforter les vivants. Et en sport, la formation diplômante des entraîneurs en athlétisme a pris fin à Abomey. Après plusieurs semaines de cours théoriques et pratiques en présentiel et par visioconférence, ils ont reçu leurs attestations. Pierrette Anayossi et Canel Capo. C'est par une remise d'attestation de fin de formation aux participants que cette session de renforcement de capacité s'est refermée. Des séances de formation qui leur ont permis d'apprendre et de bénéficier des techniques de différentes familles d'épreuves à l'athlétisme. Je tiens d'abord à remercier le ministère d'avoir pensé à une telle initiative. Cette formation nous permettra d'améliorer notre planification, surtout au niveau de la méthodologie du coaching et aussi d'envoyer les enfants à un haut niveau. Donc, cette chance que vous avez, c'est une ambition clairement affichée du gouvernement du président Patrice Talon qui s'est donné les moyens de le faire. Vous avez reçu la formation dans des conditions optimales, ce qui vous prédispose à être plus performant sur le terrain. Pendant ces 5 jours, ils ont pu goûter aux pratiques des différentes familles d'épreuves en athlétisme, notamment les courses, les lancers, les sauts, les épreuves combinées, les sprints de raie, demi-fond-fond et marche. Les candidats ont eu 3 semaines pour faire un cours en ligne où ils ont validé jusqu'à la date du 25. Et c'est seulement ceux qui ont validé ces cours en ligne qui sont maintenant arrivés à Abomey depuis le 26 septembre jusqu'à ce jour. La formation, elle est diplômante. C'est une formation qui leur donne droit à un numéro matricule au niveau de World Athletic. Cette formation diplômante est à mettre à l'actif du ministère des Sports et de la Fédération béninoise d'athlétisme. Hors du Bénin, au Sénégal, l'ancien président Macky Sall est désigné tête de liste de la coalition avec le PDS. En Russie, le procès de 4 journalistes accusés d'avoir travaillé avec l'organisation de Navalny a démarré. On fait le tour avec Esther Amessiga. L'ancien président sénégalais Macky Sall a été officiellement désigné tête de liste de la coalition d'opposition Taku Wallu Sénégal pour les législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. Cette décision marque le retour politique de Macky Sall après avoir quitté la présidence il y a quelques mois. Pour ces législatives, il va affronter de nouveau le Premier ministre en exercice, Ousmane Sonko. Ce dernier est également désigné tête de liste de son parti PASTEF pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale. Si les candidatures de Macky Sall et d'Ousmane Sonko sont validées par la Direction générale des élections, le Sénégal assistera à une nouvelle confrontation entre ces deux figures majeures de la scène politique. En Tunisie, à 5 jours seulement du scrutin, Ayachi Zamel, candidat à la présidentielle du 6 octobre, a écopé d'une peine de 12 ans de prison. L'ancien député avait déjà été placé en détention et successivement condamné à 20 mois puis à 6 mois de prison pour falsification de documents. L'homme de 47 ans était poursuivi pour avoir enfreint les règles sur les parrainages. Les proches et les avocats d'Ayachi Zamel y voient une tentative de court-circuiter sa candidature.
Ils assurent aussi que des pressions ont été exercées sur des citoyens lui ayant apporté leur soutien pour qu'il se rétracte et porte plainte contre lui. Le procès de 4 journalistes russes accusés d'avoir collaboré avec l'organisation classée extrémiste de l'opposant mort en prison Navalny a débuté ce mercredi à Moscou dans un contexte de répression exacerbée dans le pays. Les 4 journalistes encourent jusqu'à 6 ans de prison. Le mouvement de Navalny, opposant numéro 1 au président Vladimir Poutine, a été méthodiquement éradiqué ces dernières années et ses alliés et partisans ont été poussés vers l'exil. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.